Waterloo Asset Management Podcast. Présenté par Jean Blavier. Mickaël Petitjean, vous êtes professeur de finance à Louvain-la-Neuve, à Lille et à Paris, mais vous êtes aussi Chief Economist chez Waterloo Asset Management. Vous avez accepté de répondre à quelques questions pour notre podcast « La bourse et la vie d'avance ». Merci. D'abord et avant tout, la crise sanitaire que nous vivons a bien entendu fait baisser les marchés boursiers, mais ils se sont bien redressés en quelques mois. Or, les marchés boursiers anticipent. Est-ce que cela signifie que les investisseurs ne croient pas à cette crise économique pour la rentrée dont on n'arrête pas de nous parler ? Ah, bien sûr que si. Les investisseurs y croient. Je pense qu'ils voient cette crise économique. Vous savez, les investisseurs ne sont pas myopes ou désintéressés de l'économie réelle. Ils savent pertinemment bien que les annonces de plans de licenciement et de faillite vont se succéder jusqu'à la fin de l'année. Et encore une fois, les marchés financiers ne sont pas déconnectés de l'économie réelle, comme ces détracteurs aiment souvent le penser. Derrière les marchés, comme on dit, les marchés qu'on n'arrive pas bien à cerner, il y a des investisseurs professionnels qui décident d'acheter ou de vendre. Et ce ne sont certainement pas les robots traders qui déterminent les valorisations des entreprises à 3 ou 4 mois. Ça, c'est n'importe quoi. Peut-être dans la seconde qui suit, mais pas à 3 ou 4 mois, évidemment. Et un programme, c'est toujours déterminé par un concepteur. Et le concepteur lui-même est influencé dans la conception de sa stratégie par les décisions d'achat et de vente des investisseurs professionnels. Mais c'est vrai, comme vous le dites, les investisseurs ont anticipé autre chose que les plans de licenciement et les faillites. Et ils ont vu très juste. Alors c'est vrai que certes, les conséquences de cette crise sanitaire sont inédites, il n'y a pas de doute, mais la réaction des autorités monétaires n'a jamais été aussi forte, aussi rapide, aussi coordonnée et en plus relayée par une relance budgétaire qui est non seulement très forte, mais qui est également pour la première fois coordonnée sur le plan européen. Donc le rebond des marchés, de mon point de vue, est pleinement justifié. Et il a d'ailleurs, faut être franc, dépassé toutes nos espérances chez Waterloo Asset Management. Alors que nous étions, je crois qu'on peut le dire honnêtement, parmi les moins pessimistes. Et je crois même pouvoir dire que nous avons très bien fait de résister à toutes les sirènes, parce qu'il y en a eu, qui nous annonçaient l'apocalypse, non pas pour demain, mais pour hier. Donc, non, actuellement, le marché est en phase de consolidation, surtout en Europe. C'est très bien ainsi. Un CAC 40, fondamentalement, au-dessus de 5000 points à la fin de l'année serait déjà une très bonne chose. Mais à un horizon de 2 à 3 ans, nous restons fondamentalement positifs sur le marché des actions pour une raison fondamentalement très simple. Il n'y a pas vraiment d'autre alternative aussi rémunératrice et aussi liquide à moyen terme. On dit que l'or, c'est le refuge quand tout va mal. Lors des crises précédentes, en 2008 et en 2011, le cours de l'or a monté, mais il est ensuite redescendu. Est-ce que le cours de l'or, qui a pointé tout récemment à plus de $2000 l'once, va cette fois aussi redescendre de son piédestal ? Si oui, ce n'est vraiment pas le moment d'acheter. Non, n'achetez pas maintenant. L'or est extrêmement cher aujourd'hui. Et en termes réels, c'est-à-dire lorsqu'on tient compte de l'inflation, il n'y a qu'en janvier 1980 et en août 2011 que l'or a été aussi cher. Et cela ne s'est pas bien passé par la suite, puisque l'or a chuté de 55% et de 28% au cours des 5 années qui ont suivi. Donc l'or ne doit certainement pas dépasser plus de 5% de la valeur du portefeuille de la quasi-totalité des investisseurs. Ça doit rester marginal, sinon nul. Il faut d'abord savoir que l'or, le rendement de l'or, reste largement inférieur à ce que vous pouvez obtenir dans un portefeuille diversifié en actions sur le moyen terme. Depuis, par exemple, janvier 1988, un investissement en or a rapporté 4 fois la mise initiale. Alors, a priori, ça semble super, ça semble attractif. Vous investissez 10 000 euros en 1988 et vous en recevez 40 000 aujourd'hui. Mais en réalité, c'est vraiment extrêmement médiocre. Parce que tout simplement, déjà, ça ne tient pas compte des coûts de stockage et de protection que les tout gros investisseurs en or doivent supporter. Mais en plus, lorsque vous regardez ce que ça donne dans un investissement en actions, eh bien, on est largement en dessous. Acheter, par exemple, un tracker sur le CAC 40 vous aurait permis de multiplier votre mise, non pas par 4, comme c'est le cas pour l'or, mais par 13, et par 26 si vous l'aviez fait dans le S&P 500.
Donc, vous voyez, l'or fait vraiment pas le figure par rapport aux actions sur le plan des rendements. Alors, on pourrait se dire que l'investisseur peut préférer l'or aux obligations, qui sont aujourd'hui très chères, ça il faut le reconnaître. Et avec la nouvelle politique de la Fed, les obligations vont sans doute être davantage sous pression. Mais en fait, même si les obligations ne rapportent plus rien aujourd'hui, il faut quand même avoir une perspective de moyen terme. Et quand on regarde la performance de l'or relativement à celle des obligations, eh bien, l'or est encore en dessous. Dans le cas des obligations d'État américaines à 10 ans, votre mise aurait été malgré tout multipliée par 7, ce qui est plus élevé que par 4 depuis janvier 1988. Et c'est un peu la même analyse lorsqu'on regarde le risque. Là, j'ai parlé du rendement, on peut regarder le risque, mais le risque, fondamentalement, l'or est tout aussi risqué que les actions. L'or affiche une volatilité d'environ 15%, alors que c'est 17% sur le S&P 500, donc c'est équivalent depuis 1988. Donc le rendement plus faible de l'or n'est même pas compensé par un risque plus faible. Donc, et c'est le même cas pour les obligations. Donc, quand l'or est comparé aux obligations d'État américaines à 10 ans, sur le plan du risque, c'est vraiment la bérésina, parce que la volatilité de l'or est 2 fois plus élevée que celle des obligations. D'accord ? Donc, bon, c'est vrai que je comprends les turiféraires de l'or mettent souvent en évidence qu'il peut rapporter beaucoup et très très vite, mais l'inverse, c'est tout aussi vrai, vous voyez ? Quand il baisse, il peut baisser extrêmement vite pendant de nombreuses années. Il faut se souvenir que entre janvier 1988 et juillet 1999, l'or a chuté de 48%. Il a fallu attendre 2005 pour franchir le sommet qui avait été atteint en janvier 1988. Vous voyez, il y a un autre mouvement baissier qu'on a tous oublié, entre septembre 2011 et décembre 2015, durant lequel l'or a chuté de 45%. Et c'est ce sommet, précisément, qui avait été atteint en septembre 2011, qui vient d'être franchi à la fin de juillet de cette année. Donc, il aura fallu attendre presque 10 ans pour récupérer sa mise si vous aviez investi en or en septembre 2011, lorsque la fascination exercée par l'or était à nouveau maladive, un peu comme maintenant. Donc, franchement, mon conseil, c'est de ne pas investir maintenant. Ça ne veut pas dire que l'or ne va pas progresser encore, mais on est à des sommets. Donc, en résumé, de mon point de vue, l'or est un mauvais investissement sur le long terme. On peut certes profiter de l'or en spéculant à court terme, mais fondamentalement, ce n'est pas ce genre de stratégie que nous défendons chez Waterloo Asset Management. Les statistiques montrent que depuis la crise du coronavirus, en mars, beaucoup de nouveaux investisseurs ont acheté des actions. Ce sont souvent des investisseurs qui n'ont pas misé beaucoup d'argent, donc ils étaient peu diversifiés. Est-ce que ce n'est pas risqué ? Est-ce qu'il ne faut pas rappeler, une fois encore, que la solution la plus simple, c'est d'investir en fonds ? Non seulement c'est la solution la plus simple, mais c'est également la solution la plus sensée de mon point de vue, pour tous les investisseurs non professionnels. Et je pourrais même dire, même pour les investisseurs professionnels eux-mêmes. Je vais vous raconter une anecdote. J'ai travaillé pour une grande banque il y a presque 20 ans. Et 5 ans après mon départ, en plein dans la crise financière, j'avais appris que de nombreux collègues, anciens collègues, avaient perdu une grande partie de leur patrimoine, tout simplement parce qu'ils avaient décidé de concentrer leur investissement dans les actions de leur propre banque, de la banque pour laquelle ils travaillaient. Et encore heureux, finalement, que la faillite de cette banque a pu être évitée. Parce que concentrer ses investissements, c'est quand même une grave erreur que même, visiblement, les banquiers eux-mêmes peuvent commettre. Donc, aujourd'hui, finalement, l'engouement que l'on observe à l'égard de ces actions, de la part des investisseurs néophytes, à l'égard de certaines actions comme Tesla, qui ne réalisent même pas de bénéfices, effectivement, c'est un peu délirant. Et ça explique les valorisations un peu délirantes de ces sociétés. Amazon et Facebook aussi sont également extrêmement chers. Leur cours respectif est égal à 130 dans le cas d'Amazon et 250 fois les bénéfices dans le cas de Facebook. Donc c'est énorme. C'est évidemment trop cher. Mais c'est vrai que tant que vous avez des investisseurs myopes, certains investisseurs myopes, qui sont néophytes et qui sont disposés à acheter à n'importe quel prix, la hausse peut parfois perdurer. Mais globalement, en fait, il faut quand même garder à l'esprit que le rapport entre les cours et les bénéfices apparaît élevé, certes,
Elle apparaît élevée, étant donné les mauvaises performances attendues des bénéfices en 2020-2021. Néanmoins, vous voyez, quand vous avez une perspective de plus long terme, quand vous regardez la tendance à long terme des bénéfices par action, eh bien, cette tendance reste fortement à la hausse, en particulier pour les GAFAM, les fameux Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, mais aussi pour le Nasdaq dans son ensemble. Les bénéfices, par exemple, par action sur le Nasdaq sont aujourd'hui, en tout cas avant la crise du Covid, ça a été évidemment révisé à la baisse par la suite, mais les bénéfices par action sur le Nasdaq sont 3,5 fois plus élevés qu'il y a 10 ans. Donc même s'il y a un choc aujourd'hui, la question est vraiment de savoir si cette tendance à long terme va être cassée ou pas. Et moi, je ne pense pas que, en tout cas pour des actions comme orientées vers les nouvelles technologies, des actions qui sont cotées sur le Nasdaq, je ne pense pas que cette tendance à long terme va être cassée de manière pérenne. Donc, pour autant que le Covid n'entraîne pas de modifications structurelles dans la croissance économique sur le long terme, pour ce genre d'action-là, les actions du Nasdaq apparaissent encore quand même relativement intéressantes et pas nécessairement surévaluées, sauf pour les actions dont je viens de parler. Avec la crise sanitaire, avec la course au vaccin, tout le monde regarde évidemment les cours des actions du secteur pharma. Si certaines de ces valeurs ont bien monté, d'autres par contre, même des grands noms, ont déçu. Comment se l'expliquer ? Alors globalement, les actions du secteur de la santé ont quand même légèrement surperformé le marché dans son ensemble, en tout cas aux États-Unis, puisque aux États-Unis, la performance de secteur, donc le secteur de la santé, des secteurs des pharma plutôt, a progressé d'environ 20%, alors que le S&P 500, c'est environ 19% au cours des 12 derniers mois. Mais c'est vrai que ça cache une assez forte diversité. Donc, à titre d'exemple, vous avez le compartiment des laboratoires pharmaceutiques et biotechnologiques qui, lui, a bien performé. Il a mieux performé que celui des équipements et des services à la santé. Et ça s'explique pour différentes raisons, et c'est assez facile à comprendre. D'abord, les entreprises qui ont bénéficié le plus de cette crise sanitaire sont indiscutablement les sociétés dites de diagnostic. Alors, vous avez des sociétés comme Biomérieux, comme Diasorin, qui ont enregistré des performances très, très, très importantes de plus de mémoire, 50%. Ça va même au-delà de 50% si je m'abuse depuis le début de l'année. Mais de l'autre côté, vous avez des sociétés qui sont plus pénalisées et qui se retrouvent souvent dans le segment des implants dentaires, de l'orthopédie, de l'aide à l'audition, pour la simple raison que les gens ont plutôt eu tendance à repousser ce type de dépenses. Et c'est aussi assez dur pour les entreprises qui doivent innover fortement pour survivre. Or, innover aujourd'hui, ça prend beaucoup de temps, et les investisseurs ont plutôt tendance à cibler les entreprises qui pourraient amener de nouveaux produits très rapidement. Quand vous innovez fortement, il faut obtenir du financement de long terme. Et aujourd'hui, la pression subie par les marchés financiers, étant donné les circonstances difficiles, risque de compliquer la capacité à lever de nouveaux capitaux pour ces entreprises qui innovent fortement, mais qui consomment aussi beaucoup de capitaux. Et ça peut être un facteur notamment défavorable pour les sociétés biotechnologiques plus jeunes et qui sont moins bien établis. Merci Michael Petitjean, je donne rendez-vous en septembre à celles et ceux qui nous écoutent pour un nouveau podcast, La Bourse et la vie. Waterloo Asset Management Podcast.